content, M. Keïta, que vous nous ayez donné l'occasion de nous retrouver et de discuter, encore une fois, ici, dans notre magnifique salle de référence. Et où je voudrais également dire tout mon plaisir de me retrouver avec les étudiants du département. Je crois que j'en connais juste quelques-uns, notamment ceux qui sont en troisième année. Les autres, je n'ai pas encore eu l'occasion de les enseigner. Alors moi, je voudrais un peu dire quelque chose sur notre problématique. Il y a une francophonie des faits et il y a une francophonie politique. Je commence d'abord par la francophonie des faits. J'appelle francophonie des faits cette francophonie qui est advenue de l'histoire. La langue française est arrivée en Afrique, et notamment en Mauritanie, par le prisme de la colonisation. Je n'ai pas besoin de vous parler de la colonisation. Disons, par définition, c'est la domination d'un peuple matériellement puissant sur un ou d'autres peuples qui sont donc matériellement impuissants. Et la colonisation, elle était soutenue par une idéologie, c'est l'idéologie de la table rase. La tabula rasa, en latin, ça veut dire que les colonisés africains étaient considérés par le colonisateur comme étant un peuple non civilisé, sans culture, sans histoire, sans langue. Il fallait donc leur apporter le contenu dont ils ne disposaient pas. Et voilà la colonisation qui arrive, même si nous le savons, les vraies raisons de la colonisation n'étaient pas d'ordre culturel ou religieux. Et les vraies raisons de la colonisation étaient plutôt d'ordre matériel. La France, puisqu'il s'agit du cas de la colonisation française, venait un peu trouver les ressources matérielles dont elle avait cruellement besoin pour pouvoir relancer son économie. Toujours est-il que, voilà pourquoi M. Keïta a fait allusion à cela, donc la langue française a fait sa pénétration en Mauritanie dans une forme de douleur, forme de confrontation, forme d'opposition. Parce qu'il y avait un colonisé, un colonisateur, il y avait un dominant, un dominé. Et les premiers enfants mauritaniens ou africains de manière générale qui sont allés à l'école, ils ont été par la force. Ils ne voulaient pas. On m'a dit par exemple que, notamment dans ma famille, parce qu'il y avait l'école des fils de chef, donc quand ils sont venus chercher mes oncles, écoutez, ils ont utilisé des bœufs. Il y a d'ailleurs un formidable poème de Oumar Ba qui reflète un peu cela, vous vous rappelez. Alors, ils ont racheté avec des bœufs, en achetant l'interprète pour remplacer leurs enfants, parce qu'ils ne voulaient pas brûler en enfer. Pour aller à l'école française, eh bien c'est votre enfant qui va venir, disait-on, qui vous prendra la main pour vous conduire en enfer. Eh bien donc tout sauf cela. Et on a envoyé qui? On a envoyé l'esclave à la place. Oui, parce que nous sommes aussi une société d'ascendance esclavagiste. Eh bien, voilà un peu la douleur à travers laquelle la langue française a été acquise. Donc, mais cependant, au début et après, elle va devenir une sorte de patrimoine. Idoum est arrivé à ce niveau-là, elle va devenir une sorte de patrimoine. En allant à l'école, on acquiert une langue, on acquiert la culture, on s'ouvre des horizons. Et de fil en aiguille, la langue française qui était donc entrée, disons, par la violence, va devenir un peu une langue parmi d'autres, parmi les langues africaines. Ce qui m'amène au deuxième point, c'est que la langue française est également une communauté de valeurs, c'est-à-dire en fait politique, une communauté de valeurs. Et nous n'avons pas à rougir sur ces valeurs-là, parce que les valeurs qui sont mises quand même en avant par la francophonie, eh bien c'est les valeurs de partenariat. Encore une fois, je ne serais pas là si la langue française se voulait seule dans nos communautés. Moi, je n'ai aucune envie que la langue française prenne la place de mon foulard natal. Je n'ai aucune envie que la langue française prenne, mais je veux que la langue française cohabite avec nos langues nationales. Et il faut que l'on arrête de nous retrouver dans une situation d'ambivalence
où il faudra choisir entre nos langues et le français, ou bien entre nos langues et n'importe quelle autre langue. Non, nous avons la possibilité en tant qu'humains de parler plusieurs langues. Vous savez, un enfant qui est mis dans un milieu plurilingue, il peut étudier sans difficulté, sans effort, sans grands efforts, jusqu'à 7 langues sans aucune difficulté. Alors, en Mauritanie, nous en avons seulement 3 plus le français, 4 plus le français, ça fait 5 langues. Ce n'est pas la mer à boire, et d'autant plus que chaque langue est en soi, un patrimoine en soi. Alors, donc ce qui nous amène au deuxième point, et je ne peux pas finir sans mettre tout cela en rapport avec la littérature. Alors, comment est-ce que se traduit, disons, ce multilinguisme dans la littérature, et notamment dans la mise en relief de la plume? Comment, lorsque Idoumou commence à écrire, quelle alchimie se passe quelque part dans sa personnalité pour éjecter le discours, le récit qu'il finit par produire? Où se situe le français là-dedans? Et où se situe sa langue? Où se situent les valeurs hexagonales qui sont donc drainées et introduites en lui par le français, et d'autre part les valeurs qui sont les siennes, c'est-à-dire les valeurs d'Africains. Et là, beaucoup d'écrivains ont eu à dire ça et là que globalement, en tout cas à dépeindre d'une certaine manière cette dichotomie-là, et à montrer que quelque part, il leur a fallu métamorphoser, créer des formes de métamorphose dans la langue française pour qu'elle soit en mesure d'exprimer les réalités africaines. Quelqu'un comme Henri Lopez, par exemple, disait qu'il m'a fallu modifier un certain nombre de substrats de la langue française pour être en mesure de, dit-il, je le cite, exprimer le piment de mes entrailles. Un auteur malien ira jusqu'à dire, écoutez, j'ai trouvé la langue française frigide, oui, parce qu'elle est née dans un environnement de fraîcheur, de grand froid, et or, je dois m'exprimer ici sous les tropiques. Eh bien, elle était frigide, elle n'était pas assez sensible à mes réalités. Et il a fallu que je lui fasse, entre guillemets, des bâtards pour qu'elle prenne en charge mon expression. Et Katel Yassine, M. Idoumou l'a dit, va jusqu'à dire que la langue française est en butin de guerre, pour faire allusion à tout cela. Mais bon, un grand sage africain disait que quand vous parlez, il faudra aussi avoir pitié de ceux qui écoutent. Je vais donc avoir pitié de ceux qui écoutent.